chère communauté Tijari Business Link, de nous faire le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui pour ce webinaire organisé par le marché des marché des entreprises au niveau de Tijari en partenariat avec BPI France. Je suis Kamel Debi, donc vous me connaissez. J'ai le plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour ce webinaire. Des révisions des budgets, mais aussi une transition vers ce qu'on appelle le T4 pour les professionnels, le dernier trimestre, qui est en fait la dernière ligne droite de cet exercice, nous espérons pour vous le plus fructueux possible. Rappelez-vous, nous avons tenu déjà quelques webinaires courant le mois de mai et mois de juin. Donc, ce webinaire, c'est en fait une série d'une dizaine de webinaires organisés par Tijari Wafabon pour ses clients. Alors, pourquoi ce thème et pourquoi aujourd'hui? Dans un environnement de plus en plus compliqué, les PME ont malheureusement beaucoup de mal à financer leur DFR. Et on se dit finalement, quels sont les moyens, quels sont les leviers pour que la PME retrouve un petit peu de sérénité, ne serait-ce que pour les jonctions de son BFR. Et si finalement la solution se trouvait du côté du crédit client, alors que la conjoncture actuelle, très compliquée, comme je viens de le dire, marquée par la hausse des prix des matières premières, des intrants d'une manière générale, elle est non sans incidence sur ces PME. Le sujet du paiement, finalement, interentreprise, se pose avec acuité et constitue un axe fondamental pour toute entreprise, voire sa pérennité dans, malheureusement, certains cas. La raison d'être d'une entreprise, me diriez-vous, c'est de lancer une ou plusieurs activités, de proposer, de vendre des produits et services, de facturer et de générer un chiffre d'affaires, bien évidemment. Cependant, entre facturer une prestation, la comptabiliser et encaisser, il se passe beaucoup de choses, ou il peut se passer beaucoup de choses. Alors, comment concilier le développement d'un business et maîtriser le risque? Quand une entreprise assure une prestation, vend des produits et services avec paiement différé, ce qui est souvent le cas, elle achète finalement un risque, sachant que le risque zéro n'existe pas. La preuve, prenez par exemple l'exemple des banques, qui sont réputées avoir les meilleures pratiques de risk management. Elles ont aussi des dossiers difficiles, des provisions et ainsi de suite. Donc, on est dans une relation client-fournisseur qui est dynamique et qui doit être maîtrisée et mieux appréhendée. Alors, qui assure le rôle de credit manager dans une entreprise? Quelles sont ses missions? Quelles sont ses relations au niveau de l'entreprise et auprès des clients? Quel est le rôle du commercial à un moment où la relation devient globale et plurielle, centrée justement sur la valeur créée, et où le rôle du commercial est de plus en plus accentué autour de ce qu'on appelle les managers front. Les managers front, aujourd'hui, pour un commercial, il n'est pas là que pour faire du commercial, il est là aussi pour veiller à la qualité et le suivi de la relation, et ainsi de suite. Quels enjeux pour quelle stratégie de credit management auprès d'une entreprise? Et quelle stratégie commerciale finalement? Quel rôle de la data? Amine Diouri reviendra sur ce sujet en détail. La digitalisation des process peut-être, voire a eu des impacts positifs sur les paiements. Comment finalement aborder positivement ses clients? Comment travailler avec ses clients dans une optique win-win? Comment améliorer finalement les délais de paiement? Ainsi, il y a un son, quelque chose, Ange? 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 Yes. Non, c'est bon. C'est juste qu'il y avait un... Excuse-moi. Ouais. Finalement, comment améliorer les délais de paiement et réduire ainsi soit peu la tension sur le BFR d'une PME, parce que c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent pour une entreprise. Alors, pour en parler aujourd'hui, nous avons avec nous un panel d'une très grande qualité autour d'experts qui vont nous faire la gentillesse de prendre de leur temps pour nous éclairer sur ce sujet et les remercier vivement. Nous avons avec nous Amine Diouri, responsable du programme InfoRisque d'Untrade, directeur d'études et communication. Et nous avons aussi avec nous Gérald Allais, Credit Manager chez Groupe Partenaire,
et Eric Latreuil, Corporate Credit Manager chez Ajinomoto Food Europe. La parole sera donnée dans un premier temps à Amine Diouri, qui nous parlera de son expertise terrain en la matière et la contribution d'InfoRisque auprès des opérateurs, toute taille et secteur confondus finalement. Suivra celle en binôme de Gérald et Eric, qui prendront le relais pour donner un aperçu de leur expertise et précieux conseils aux PME qui nous font plaisir d'être parmi nous aujourd'hui. Comme à l'accoutumée, nous allons réserver pour ce webinaire un temps de 40 à 45 minutes d'intervention pour les intervenants. Puis après, on va réserver environ 40 à 45 minutes pour les questions-réponses. Sur ce sujet, n'hésitez pas à poser vos questions au niveau de la chatbox. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que ce webinaire soit interactif. Et puis, il est pour vous. Et vous êtes les experts. Vous, les PME, vous êtes avec nous, vous êtes les experts. Vous vivez ces problèmes ou ces aspects au quotidien plus que nous. Donc, votre contribution sera vraiment la bienvenue. Alors, je vais céder la parole à Amine Diouri. Amine, j'ai dit que je t'ai présenté comme au niveau d'InfoRisque. InfoRisque est un partenaire de référence au niveau de la place qui n'est plus à présenter, qui intervient sur plusieurs sujets, sur le risk management, travaille avec les banques, mais aussi avec les entreprises directement, sur la data, sur les données bilancielles surtout, sur le conseil, sur l'expertise. C'est Amine, je le disais au début, je connais ta passion sur ce sujet, ton accompagnement, et je te réitère la bienvenue, je te cède la parole. C'est Amine, la parole est à toi. Merci beaucoup, Kamal. Bonjour à tous. Alors, j'en profite tout d'abord pour remercier Attijari Wafa Bank et BPI France pour avoir organisé et pour m'avoir invité à ce webinaire sur une thématique qui est effectivement extrêmement intéressante, extrêmement importante. Et donc, effectivement, je centrerai ma présentation sur le prisme de la data, puisque, comme je vais le présenter, il est évident qu'aujourd'hui, on ne peut pas prendre de décision en matière de pilotage du poste client et en matière de credit management sans avoir un bon outil. Et là, l'outil essentiel, c'est principalement la data. Alors, attendez. Pour commencer, je vais me connecter à ma présentation. Voilà. Normalement. Alors, tout d'abord, donc peut-être juste une petite présentation de ma personne avant de commencer. Donc, je suis Amine Diouri. Je suis directeur études et communications chez InfoRisque Dun & Bradstreet. Donc, InfoRisque DNB est un data provider, c'est-à-dire concrètement que nous fournissons de la data aux entreprises justement dans cette optique de pilotage du poste client. Mais je rentrerai un peu plus dans le détail plus tard dans ma présentation, l'idée étant effectivement d'axer vraiment cette présentation sur la data, sur son importance dans ce pilotage du poste client. Alors, ma présentation, elle sera scindée en deux parties. La première partie, ce sera dans un premier temps dresser un panorama. Alors, j'ai pris le problème à l'envers, c'est-à-dire je me suis posé la question, qu'est-ce qui se passe si je n'ai pas de stratégie de gestion du poste client? Qu'est-ce qui se passe pour mon entreprise? Et le deuxième point, je voulais, une fois de plus, démontrer le rôle central de la data dans ce pilotage, notamment pour toutes les étapes clés d'une entreprise. Trouver un client avec de la data, évaluer ce client. Et 3, comment je fais pour recouvrer plus rapidement mon argent à l'extérieur. Alors, quelques chiffres clés pour commencer, parce que l'idée, effectivement, c'est de dresser un panorama et de donner quelques éléments de langage liés au poste client. Aujourd'hui, vous le savez certainement, puisque vous le subissez, le crédit interentreprise, c'est la première source de financement des entreprises dans le monde. Le poste client représente en moyenne entre 30 et 50% du total bilan. Aujourd'hui, au niveau du Maroc, et ça c'est au niveau des statistiques que nous publions chaque semestre et annuellement, on se rend compte que les retards de paiement et les impayés sont la première source de défaillance des entreprises au Maroc. Donc 40% des défaillances d'entreprises au Maroc sont dues à des retards et à des impayés. Et pour être plus concret en matière d'impayés, il faut savoir
Donc ça, c'est des chiffres assurance crédit qui nous le disent. Ça représente, un pays représente en moyenne 1,8% du chiffre d'affaires d'une société. Donc, c'est vraiment pas anodin. C'est quelque chose d'extrêmement concret et de pénalisant pour l'entreprise. Alors, je le disais, l'objectif pour une entreprise, c'est quoi? C'est vendre et se faire payer. Mais qu'est-ce qui se passe en amont si je n'ai pas bien sélectionné mon client? Qu'est-ce qui se passe si je ne l'ai pas évalué? Qu'est-ce qui se passe si je n'ai pas une bonne stratégie pour recouvrer mon argent qui est à l'extérieur? On se retrouve avec des délais de paiement qui s'allongent fortement. On le sait, au Maroc, les TPE sont les catégories d'entreprises qui souffrent le plus, avec 279 jours de délai client en 2020. 129 jours pour les PME et 95 jours pour les GE. Donc moi, je suis une TPE, je souffre énormément des délais de paiement puisque je suis payé à plus de 280 jours, donc il faut compter plus de 8 mois, 9 mois pour être payé. Concrètement pour moi, qu'est-ce que ça implique? Si je suis payé à 280 jours et que je dois derrière payer un certain nombre de charges liées à mon entreprise, les salaires, les loyers, etc., je vais trouver de l'argent en allant voir mon banquier, ce qui va impliquer des frais financiers pour moi et donc alourdir ma trésorerie. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on peut aller plus loin. On peut se dire, OK, j'ai des délais de paiement qui s'allongent, qui sont longs, mais je peux aussi avoir pire, c'est-à-dire un impayé. C'est-à-dire que j'ai un litige avec mon client, donc sur la qualité, sur les services. Généralement, les statistiques le montrent, ça représente 20% des cas d'impayés. Ça peut être aussi une mauvaise évaluation du risque de crédit. Je l'ai dit en amont, si on ne sélectionne pas, si on n'évalue pas son partenaire client, effectivement, ça peut aussi engendrer des délais de paiement, voire des impayés. Ça peut être l'inefficacité du recouvrement, des factures erronées ou des retards de facture. Je voulais aussi vous montrer concrètement qu'est-ce que ça implique pour l'entreprise d'avoir un impayé. Alors évidemment, ça dépend de deux facteurs. Le premier facteur, c'est le taux de marge de l'entreprise. Le taux de marge, il peut être de 5, 10, 20% dans l'exemple que j'ai mis là. Et le montant, évidemment, de l'impayé. Concrètement, si j'ai un impayé de 10 000 dirhams et que je fais un taux de marge de 20%, pour compenser cette perte de 10 000 dirhams, il va falloir que je fasse un chiffre d'affaires additionnel de 50 000 dirhams. Et si on part sur des montants plus importants d'impayés, évidemment, le chiffre d'affaires supplémentaire à réaliser pour compenser l'impayé va être nécessairement beaucoup plus élevé et donc forcément un effort supplémentaire. Donc on voit bien que les impayés ont aussi un impact fort sur les aspects commerciaux de l'entreprise, sans parler évidemment des aspects trésorerie. J'en ai parlé pour les délais de paiement, mais c'est le cas aussi pour les impayés. Bien évidemment, il faut compenser financièrement parlant ces impayés et donc forcément engendrer des frais financiers additionnels pour l'entreprise. On est dans le cas ultime, le cas catastrophe. C'est mon client, il a fait faillite. Il est en défaillance en tout cas. Il est en redressement, il est en liquidation. Effectivement, ça peut poser des vrais problèmes à mon entreprise. Ça dépend de mon degré d'implication avec ce client. Si ce client représente une forte part de mon chiffre d'affaires, évidemment, ça va être une perte importante pour moi que je vais devoir compenser, qui va être difficile. Ça fragilise mon entreprise, bien évidemment. Et puis, si mon client est en redressement, va falloir que j'engage aussi des coûts additionnels pour recouvrer ces sommes. Et donc, pour moi, ça va être aussi des montants additionnels à poser sur la table pour toucher mon argent. Donc, effectivement, le risque ultime, le risque de défaillance d'entreprise, il est là, évidemment. Il existe pour toute entreprise qui travaille avec d'autres entreprises. Aujourd'hui, on le sait, les défaillances ont augmenté encore plus rapidement ces dernières années depuis la crise Covid. Cette année, on devrait être au-delà de 12 000, 13 000 défaillances d'entreprises au Maroc, avec une progression de l'ordre on dirait, entre 12 et 15%. Donc, évidemment, ça peut se répercuter au niveau de votre portefeuille client. Et évidemment, pour vous, l'idée, c'est de se prémunir en amont et de mieux sélectionner vos clients, justement pour éviter à ce risque ultime. Revenons maintenant, on reprend la question dans le bon sens, j'ai envie de dire. Quelle stratégie en matière de credit management, en matière de pilotage du poste client?
J'ai envie de dire, pour bien piloter, il faut 3 choses. Il faut, des process en interne, des process, des workflows standardisés. Il faut des outils performants, des plateformes. Alors, on parle beaucoup aujourd'hui de plateformes invoice to cash, order to cash, connectées à votre ERP. Et 3, il faut de la data. Il faut de la data interne, puisqu'aujourd'hui, c'est votre savoir-faire, c'est ce que le rôle d'un data provider. Alors, visiblement, j'ai été déconnecté. Vous m'entendez? C'est Amine, on t'entend. Ok, bon. Très bien. Donc, comme je le disais, le rôle du data provider, c'est d'apporter justement de l'information externe sur les entreprises et qui va aider à cette prise de décision. Alors, ce qui me permet de revenir justement sur qui nous sommes, donc Inforisk Dun & Bradstreet. Donc, Inforisk, c'est un acteur marocain, local, qui a aujourd'hui une base de données de plus de 700 000 sociétés. Et en même temps, nous avons, à travers notre filiale Inforisk Dun & Bradstreet, nous faisons partie du premier réseau mondial Dun & Bradstreet, donc présent dans 220 pays. Et donc, grâce à cela, on est capable à la fois de donner de la visibilité aux entreprises marocaines sur leurs contreparties, sur leurs futurs clients, qu'elles soient maroco-marocaines ou bien chinoises ou russes ou africaines. On est capable de leur donner de l'information. Et inversement, grâce à ce réseau, on donne de la visibilité aux entreprises marocaines qui peut être vue partout dans le monde. Une entreprise chinoise va voir qu'une entreprise marocaine basée à Tanger fabrique des t-shirts voilà, et qui va se mettre en contact avec cette entreprise marocaine. Donc, le réseau permet justement de donner de la visibilité et d'être vu à travers le monde. Alors, je vais très vite sur le côté, le type de data. Notre data, évidemment, pour la prise de décision, il faut que la data, elle soit à jour, fiable, exhaustive, il faut du temps réel et il faut des plateformes digitales. Évidemment, dès que je veux une info, je me connecte, je regarde sur ces plateformes et j'ai cette information qui me permet de prendre une décision extrêmement rapidement. Alors, cette slide, elle est décomposée en 3 parties. La première, c'est de dire le métier du data provider, c'est une expertise déjà dans la collecte et le traitement de l'information. Notre métier, c'est justement vous faciliter, de vous aider en collectant cette information, de la traiter, de faire en sorte qu'elle soit fiable, justement. Et grâce à ça, on constitue des bases de données. Je vais parler de la base Maroc. Aujourd'hui, on a de l'information sur plus de 700 000 sociétés marocaines, 2 millions de bilans, 1 million de dirigeants et associés dans cette base, 200 000 événements collectés par an. Et de l'autre, on peut aussi vous donner de l'information sur plus de 400 millions d'entreprises dans le monde. Le but de tout ça, c'est quoi finalement? Vous avez de la data, oui, c'est très bien, mais à quoi ça va vous servir? Ça va vous servir, à trouver des clients solvables, pas simplement de trouver des clients, mais des clients qui vont vous payer. Il faut, une fois leur scoring, quelle est leur santé financière, qui sont les dirigeants et associés derrière ces futurs clients. Une fois que vous avez évalué, vous pouvez sélectionner et surveiller par la suite votre portefeuille client. S'il y a un événement qui affecte, comme c'est le cas actuellement, on est effectivement touché de plein fouet, nos entreprises sont touchées de plein fouet par une succession d'événements, Covid, guerre en Ukraine, etc., inflation, etc., évidemment, ça fragilise le tissu économique, le tissu des entreprises marocaines. Et donc, il faut surveiller, comme le lait sur le feu, son portefeuille client. Et donc, si un de vos clients subit demain, malheureusement, une procédure de sauvegarde, un redressement, une liquidation, évidemment, vous serez alerté et ça vous permet effectivement de prendre les meilleures décisions possibles. Alors, je vais prendre un peu plus de temps sur ce graphe qui est important. En matière de pilotage du poste client, les 3 étapes, je dirais, qui sont essentielles, c'est quoi? C'est choisir mon futur client. C'est-à-dire, concrètement, il faut que j'identifie ce nouveau partenaire, il faut que je regarde un certain nombre de critères. Quels sont les critères que je dois regarder? Ça, c'est au niveau information data. Je vais regarder un secteur d'activité. Je veux
Je cherche un client qui travaille dans le textile ou l'agroalimentaire, la géographie. Je veux une entreprise textile qui travaille à Tanger et qui fait 10 millions de dirhams de chiffre d'affaires. Ou je veux une entreprise textile basée à Pékin qui fait 100 millions de dollars de chiffre d'affaires. Ces critères-là permettent, dans un premier temps, d'identifier ces nouveaux partenaires. Dans un deuxième temps, il faut que j'évalue ces prospects. Pour ça, il faut que j'ai des informations bilancielles pour analyser leur bilan. Il faut que j'ai des scores, scores de défaillance, scores de solvabilité. Est-ce que je peux faire confiance à ce futur partenaire? Je regarde ses dirigeants et associés. Alors, c'est important, surtout aujourd'hui, de regarder ce qu'on appelle le bénéficiaire effectif, c'est-à-dire que concrètement, très bien, je vais repérer un futur client qui est… Amine, on t'a perdu. Onge? Yes. On a perdu Amine, c'est ça? Ouais, exact. Vous m'avez perdu à quel moment? C'est bon, Allô? maintenant c'est bon. Maintenant, tu étais sur les données bilancielles pour scorer ces D'accord. clients. Alors, je disais, pour évaluer un prospect, il faut des éléments financiers. Il faut analyser la solvabilité, la santé financière de l'entreprise. Il faut du scoring, score de défaillance, solvabilité. Est-ce que justement cette entreprise, qui sont les dirigeants et associés? On le sait aujourd'hui, la notion même de bénéficiaire effectif est extrêmement importante. Je peux vouloir travailler avec une entreprise en Europe, mais qui est l'actionnaire derrière cette entreprise européenne? Il se peut que ce soit une entreprise russe, iranienne, qui aujourd'hui sont touchés par des sanctions internationales. Et donc, j'ai intérêt à savoir en amont avec qui je vais travailler. Il faut que je regarde également quels sont les événements juridiques et judiciaires qui touchent cette entreprise. Et une fois qu'effectivement j'ai regardé tout ça, je peux me faire une idée beaucoup plus précise sur ce futur prospect, sur ce futur client et prendre ma décision. Quelle décision je dois prendre? Déjà, la première, c'est est-ce que je veux travailler avec lui? Et la deuxième, c'est est-ce que je lui octroie un crédit? Parce que si effectivement je lui vends pour 10 millions de dirhams de produits ou services à crédit, il faut que je m'assure qu'il va me payer. Il faut que j'ai d'autres informations, d'autres datas qui sont importantes. Des informations sur le retard de paiement, des rapports de solvabilité. Tout ça permet effectivement de déterminer si je peux ou non octroyer un crédit. C'est de montrer clairement que quel que soit l'état dans lequel on se trouve en matière de pilotage du poste client, la data forcément joue un rôle central dans l'aide à la prise de décision. Une fois que ce client, j'ai signé avec lui, je lui ai livré et que j'attends d'être payé, que je regarde un certain nombre de choses. Il faut que je surveille ce portefeuille de temps en temps. Il faut que je sache que, vous savez certainement, à l'intérieur d'un portefeuille client, tous les clients ne sont pas homogènes en termes de risque. Certains clients sont beaucoup plus risqués que d'autres. Mais comment de scoring comportement de paiement, et grâce à ça, je segmente mon portefeuille du moins risqué. Je mets en place un système de surveillance de mon portefeuille, un système d'alerting concrètement. Si demain j'ai un événement négatif, un événement juridique négatif, ce client tombe en redressement, en liquidation, je suis alerté et forcément, je peux mettre en place les actions nécessaires justement pour recouvrer le plus rapidement possible ma créance à l'extérieur. Le dernier aspect, la dernière étape importante, c'est le retour de ce cash, c'est faire en sorte que ce cash rentre dans l'entreprise. Mais pour ça, il faut que j'ai une stratégie de relance qui soit efficace. Et pour ça, il faut qu'en amont, j'ai bien segmenté mon entreprise, mon portefeuille client. J'ai identifié mon portefeuille moins risqué, enfin mes clients moins risqués. J'ai identifié mes clients risqués. Évidemment, pour moi, en termes de stratégie de relance, je ne vais pas agir de la même façon avec un client risqué qu'avec un client non risqué. Donc, effectivement, il faut que j'ai aussi cette data qui est toujours la même, le comportement de paiement, le scoring, défaillance, solvabilité, qui me permet justement de mettre en place la bonne stratégie de relance. Et évidemment,
derrière tout ça, c'est optimiser le BFR, c'est raccourcir ce temps, ce DSO, cet indicateur qui est tellement important, faire en sorte justement, grâce à tous les indicateurs data dont j'ai parlé, les mettre en œuvre pour optimiser, pour réduire ce fameux DSO qui est aujourd'hui plus que jamais surveillé comme de l'huile sur le feu. Je voudrais insister, puisque dans ma présentation, Kamal a eu la gentillesse d'appuyer dessus et il a entièrement raison. Je suis responsable également d'un programme sur les retards de paiement et effectivement, je pense que plus que jamais, cette information, cette data est extrêmement importante en matière d'aide à la prise de décision, en tout cas dans le pilotage du poste client. Pourquoi c'est utile? Tout simplement, si j'ai cette information au retard de paiement, mon client, je sais s'il est un bon payeur, pas simplement par rapport à moi, mais par rapport à mon écosystème. Est-ce qu'il paye bien? Est-ce qu'il me paye bien par rapport aux autres? Est-ce qu'il paye bien mon écosystème, c'est-à-dire mes concurrents, c'est-à-dire les autres fournisseurs? Et évidemment, une fois que j'ai cette information, je sais aussi s'il me paye mieux ou moins bien que mes pairs sectoriels, que mes concurrents. Et ça, bien évidemment, c'est une information importante et ça va permettre justement une stratégie. Si je suis moins bien payé que mes concurrents, moins rapidement en tout cas, c'est l'occasion de discuter avec ce fameux client et de lui dire, écoute, pourquoi moi je suis moins bien payé que les autres? Et effectivement, l'information, on va trouver l'information retard de paiement, l'information comportement. Faire le son, Amine. Yes. Amine, Désactive ta caméra, ta caméra, Amine. Pour gagner en bande passante, désactive ta caméra, Amine. Amine? Vous m'entendez bien? Oui, désactive ta caméra, Amine. Comme ça, on gagne. Peut-être que c'est la caméra qui fait ça. Puis après, tu prends la parole. Continue, Amine, continue. On a la même chose. Donc, voilà, elle est désactivée. C'est bon, vas-y, okay, continue. Donc, cette information, c'est bon? Vous m'entendez bien? Oui, c'est très bien. Allô? Oui, c'est très bien. C'est bon, Amine, tu peux continuer. Allô? Oui, nous, on t'écoute. Tu m'entends, Amine? Amine? Vous m'entendez? Oui. Je crois qu'il y a peut-être un petit décalage au niveau du retour son côté Amine. Vous m'entendez? Oui, j'ai écrit un mot. C'est bon. Continue, Amine, continue. Amine? Amine? Écoute, on va... Amine, tu m'entends? On va revenir sur... Amine est revenu. Maintenant? Oui, c'est bon. Ok. Maintenant, on peut voir. Bon, très bien. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous étiez sur cette dernière slide, j'espère. Oui. Ok, très bien. Donc, ce que je disais simplement, donc l'information primordiale en matière donc l'information retard de paiement, comportement de paiement dont j'ai parlé à l'instant, les impayés sectoriels. Cette information, elle est capitale pour la prise de décision, justement. Est-ce que je dois travailler, est-ce que je peux travailler avec ce futur client? Et donc, ça me donne aussi cette approche Big Data. Elle permet justement d'avoir de l'information pertinente. Et donc, effectivement, je pense que beaucoup d'entreprises, toutes les entreprises devraient avoir accès à cette information justement pour prendre la bonne décision. Et voilà, je pense que j'ai terminé. C'était ma dernière slide. Donc, je vous remercie de votre attention et je passe la main à mes confrères. Merci, c'est Amine pour ton intervention qui nous met directement dans le vif du sujet. Je cède la parole à
à Eric et à Gérald, Eric Latreuil et Gérald Allais. Ils sont deux experts, Eric et Gérald, qui ont dirigé, ou qui sont toujours dans l'association des credit managers au niveau en France, ou même membres de la Fédération européenne des credit managers. Et donc, je trouve qu'ils ont beaucoup de choses à nous raconter sur ces sujets. La parole est à vous, Eric et Oui, Gérald. très bien. Merci, merci Kamel, merci Amine. Présentation très intéressante sur pas mal d'aspects, effectivement, du credit management. Donc, avant de parler largement de l'association qui nous réunit avec j'ai été dans l'électronique professionnelle et grand public avec Panasonic et Matsushita en France. Ensuite, papeterie de France Stora Enso, un groupe papetier. Et j'ai créé la fonction de Credit Manager Group dans un pôle d'activité de Saint-Gobain qui s'appelle SGD, Saint-Gobain GD Jonker, où j'avais 9 filiales dans continents forcément différents. Et il fallait que je crée l'ensemble des filiales. Enfin, c'est pas il fallait, c'est que c'était plutôt un challenge assez passionnant par rapport à ça. Et donc, j'étais des contextes soit de développement d'entreprise, soit de création du poste. Et là, actuellement, je suis effectivement chez Ajinomoto Foods Europe, où la société avait besoin de se structurer et d'avoir une vision claire sur la gestion du poste client, ce qui n'était pas le cas pour plein de raisons. Parce que le poste client arrive souvent après la bataille, hein, et c'est là où on s'aperçoit qu'il y a peut-être des choses à faire. Mais avant de s'en apercevoir, il se passe pas mal de choses. Donc là, c'est un challenge extrêmement intéressant où j'ai des établissements secondaires à Londres, à Hambourg et en France. Ceci dit, je suis très orienté, donc je suis dans une ETI en fait, hein, comme pour Saint-Gobain. Donc je suis vraiment orienté sur ces problématiques des PME parce que bon, c'est pas un poste, je dirais de 440, hein, loin de là. C'est un poste de terrain, c'est un poste opérationnel de tous les jours et c'est ça qui fait aussi le côté vraiment contributif dans une entreprise. Donc, on développera ça, on essaiera de développer avec Gérald ces éléments-là. Et je suis vraiment content d'être dans cette fonction, qui est une fonction qui n'est pas du tout ésotérique, comme je viens de vous le dire, mais qui est vraiment dans le concret, avec surtout un positionnement très intéressant, puisque vous rayonnez à la fois sur la partie commerciale et vous appartenez à la partie financière. Donc, vous êtes quelqu'un en fait très transverse. Et vous avez des informations assez privilégiées qui vous permettent d'agir plus vite en interne et de coller au marché, aux réactions du marché, des clients. Donc voilà, donc je vais laisser Gérald se présenter, après on parlera de l'association et du petit, je dirais, exposé qu'on va vous faire, qu'on a fait à BPI en France, parce que c'était dans le même état d'esprit. C'était orienté vers les PME et on espère développer des choses en formation, pas mal d'éléments pour ce type de profil d'entreprise. Merci. Gérald. Gérald. On a perdu Gérald. Yes, c'est bon. Alors Gérald, il va activer votre micro. Est-ce que C'est bon pour nous en tout cas. tout le monde va bien là? Oui, c'est bon. Oui. Oui, c'est bon, c'est bon. Alors bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir invités à ce webinaire sur le crédit management qui, dans la continuité de ce qu'a dit Amine, il y a des outils, il y a aussi des hommes derrière, ou des femmes, sur ce métier-là. Donc c'était ça, c'est le crédit management au service de la PME. Donc pour ma part, je suis crédit manager dans le groupe Partner. Alors le groupe Partner, c'est le secteur de l'intérim. Donc, c'est-à-dire qu'on délègue des intérimaires dans tous les secteurs d'activité, que ce soit l'industrie, les travaux publics, les services tertiaires et autres. Auparavant, là aujourd'hui, je suis dans une ETI familiale. Auparavant, j'étais dans un grand groupe appartenant à Saint-Gobain, sur tout ce qui était négoce de matériaux de construction.
Et puis aussi dans le sanitaire et chauffage, où tout comme Eric, j'ai été recruté pour créer la fonction de crédit manager et de créer une équipe et de créer une politique crédit, puisque ce qu'on va essayer de vous expliquer, c'est que le crédit management, ce n'est pas que de la finance pure, c'est bien je dirais de la finance, de l'accompagnement au service du développement du chiffre d'affaires, tout en essayant de le sécuriser, et puis d'être à la fois avec les services comptables, les services de contrôle de gestion, les commerciaux et ainsi de suite. Avant de rentrer dans le... Voilà, je vais laisser la parole à Eric sur le crédit management, puisque souvent, lorsqu'on se présente, on nous dit on est crédit manager, mais ça ne parle pas forcément aux gens. Et on va vous dire, ah, vous êtes banquier, ah, vous êtes comptable, et non, ce n'est pas que ça. Oui, effectivement, il y a besoin de clarification, je ne sais pas, mais d'explication très certainement. Dans le mot crédit manager, bien évidemment, il y a crédit, il y a la notion de risque. Hein. Crédit-risque, on est tout de suite là-dedans. Donc, à partir du moment où on accorde un délai de paiement, on accorde, et je crois que ça a été dit par Amine à un moment ou par Kamel, on s'expose à un risque d'insolvabilité. Donc, le credit manager, il est là pour mesurer, évaluer des risques, en disant ça paraît raisonnable, pas raisonnable, etc. Il peut être seul décisionnaire ou à plusieurs, parce que tout dépend de la structure de l'entreprise. Ça peut être le directeur général qui prend la décision sur des montants bien évidemment importants. Ça peut être une délégation totale au credit manager. Donc après, je veux dire, il n'y a pas de standardisation par rapport à ça, mais sur le fond, le credit manager, au minimum, doit proposer quelque chose et au mieux même décider par rapport à ça, en se disant, voilà, moi, ça me paraît plutôt raisonnable de ne pas aller sur ces montants-là, parce que j'estime qu'à travers l'analyse financière, à travers un certain nombre d'éléments, il y a des problèmes, il y a un risque d'insolvabilité. Donc en fait, c'est un garde-fou, hein, quelque part, le credit manager de l'entreprise. Il est là, bien évidemment, pour accompagner le développement, mais pas dans n'importe quelles conditions. Et en fait, le chiffre d'affaires, il est réel que s'il est encaissé, il ne faut pas l'oublier. Donc après, on dit: «Ah bah oui, si on avait su», etc. Bon, oui, mais c'est pour ça qu'on est là pour développer des techniques préventives d'analyse du risque. C'est très bien dit au niveau de l'analyse des datas, justement, hein, de se faire une opinion du profil payeur du client, et pour dire là, j'aurais tendance à prendre peut-être un risque, ou là, je n'aurais pas tendance à prendre. Donc en fait, c'est de l'appréciation. Hein. En fait, on essaye d'avoir le maximum de rationalité dans notre décision, mais on a toujours une part d'incertitude. Donc voilà. Et le deuxième volet, il y a 3 volets pour moi au niveau du credit manager. Le deuxième volet, bien évidemment, c'est l'aspect, je dirais, aval, c'est-à-dire quand ça se passe moins bien, c'est-à-dire les retards de paiement. Donc là, c'est tout le système de relance, de politique de recouvrement, qui a une incidence directe sur la trésorerie. Hein, ça, on pourra, je pense, développer par rapport à ça. Donc en fait, le credit manager, c'est un accélérateur de cash, quelque part. Hein, c'est-à-dire que permettent de résorber des déséquilibres financiers, de financer bien évidemment les faire, ça c'est une évidence. Et donc voilà, donc il a un rôle concret sur le bas de bilan, quoi. C'est absolument évident. Et le troisième rôle, enfin, je ne sais pas si on l'oublie parfois, mais il se développe même peut-être plus qu'on pourrait le penser, c'est que le credit manager est un homme de projet. C'est quelqu'un en fait qui va développer, étant donné qu'il est positionné, je dirais au carrefour de pas mal de services comme la supply chain, la logistique, l'ADV, le customer service, etc. Il va développer des projets comme la facturation électronique, comme un certain nombre de les CRM. Donc, tout ça dans l'amélioration de la relation financière vers le client. Et ça, c'est extrêmement important parce que il est là aussi, hein, sur le moyen terme. Il n'est pas uniquement sur le court terme. Donc voilà, à mon sens, les trois points majeurs des missions du credit manager. Tout à fait. En aparté, on en a peut-être parlé. Donc, ce webinaire, il est fait en collaboration avec BPI et également la FDCC. Donc, c'est l'Association française des crédits managers et conseils. On pourra en reparler un petit peu plus tard. Donc, une association qui regroupe que des professionnels du crédit management, qui donne des conseils, qui fait des webinaires, qui fait des formations. Eric et moi-même sommes nous-mêmes formateurs
au sein de cette association dans tous les métiers du crédit management, que l'on commence dans le métier ou qu'on soit un petit peu plus expérimenté. Dans la continuité de ce qu'il disait Eric, c'est le premier point, la prévention. C'est effectivement essentiel. C'est j'évalue, j'ai un prospect qui vient, avant de parler même de client, c'est qu'est-ce que ce client vaut. Donc ça veut dire que là, on va aller évaluer, on va prendre des sources d'informations, comme il y a Amine, de la data. On va analyser son risque, mais analyser, ça va être beaucoup de choses. Ça va être la taille de l'entreprise, la structure juridique, les ou les dirigeantes, les antécédents du dirigeant, parce que bien évidemment que ça peut être quelqu'un qui a déjà eu pas mal malheureusement de défaillances précédemment et qui n'est pas forcément la personne qui est officiellement sur le CABIS ou en tout cas sur la fiche d'identité de l'entreprise. Ça, c'est le premier point, puisque l'objectif, et ce qu'on dit toujours à nos services commerciaux, c'est si on peut dire d'entrée, attention, ce client présente un risque, alors c'est pas parce qu'il présente un risque qu'on n'ira pas, mais c'est au moins que tout le monde soit conscient qu'il y a une notion de risque et comment on gère ce risque. Donc ensuite, garantir le risque. Alors, je ne sais pas comment vous fonctionnez, vous, au Maroc, il y a deux possibilités. Soit on fait appel à un assureur crédit. Donc l'assureur crédit va non seulement vous analyser le prospect, le client et dire, eh bien ce client-là, je lui donne un agrément, une couverture d'assurance crédit qui permet d'être indemnisé en cas de défaillance de l'entreprise, hein, impayé, redressement judiciaire, procédure collective, ou en gestion autonome, ce qu'on appelle de l'auto-assurance. Pour ma part, moi j'ai travaillé pendant 15 ans en auto-assurance, c'est-à-dire que personne n'était là pour nous couvrir en cas de défaillance de l'entreprise, mais ça suppose effectivement des rencontres clients, de l'analyse de bilan et ainsi de suite. Donc les deux systèmes sont possibles. Ce que je dis toujours, il n'y a pas de meilleure solution que d'autres. Après, tout dépend de votre structure de l'entreprise, après aussi du coût que ça représente et de voir comment on veut gérer ça. La prévention et la gestion du risque, ça va aussi par des fixations de limites de crédit par client, puisque ce qu'on disait, crédit inter-entreprise, c'est que je vous vends quelque chose, vous allez me payer à 30 jours, 40 jours, 45 jours. Donc ce crédit, c'est est-ce que je mets une limite en disant, bah voilà, moi j'estime que ce client-là, je ne lui mettrai pas plus de 50, 60 ou 30 000 euros de ligne de crédit. Et donc on va le fixer par client. Et là, on peut aussi faire un système qui vous alerte et qui est là pour sécuriser le poste client, à savoir la trésorerie, en disant, arrivé à un certain seuil de limite de crédit, eh bien, ça va bloquer, c'est-à-dire que sur le réseau commercial, plus possibilité de faire une commande et encore moins une livraison. Et puis, un aspect extrêmement important, on parlait du quotidien du métier de crédit management, du crédit manager, c'est la surveillance du portefeuille client. Il faut que tous les jours, on soit averti de tout ce qui va se passer chez nos clients. Changement d'adresse, changement d'actionnaire, inscription de privilèges auprès de l'URSSAF ou du Trésor public, publication du bilan, et ainsi de suite. Il faut qu'on soit le plus rapidement informé pour que nous, au niveau d'un service crédit client, on puisse avertir le réseau commercial. Eric, donc améliorer la trésorerie, ça fait aussi partie, c'est un des points assez importants avec du métier. Oui, alors sur le sujet de l'amélioration de la trésorerie, il y a beaucoup de choses à dire parce qu'en fait, l'entreprise, bien évidemment, peut être dépendante ou fortement je dirais, de concours bancaires. Et donc, il y a des questions aussi de coûts par rapport aux financements qui sont octroyés par des tiers. Hein. Ça peut être les banques, ça peut être des leasers, ça peut être un certain nombre d'institutions. Donc, en fait, l'amélioration de la trésorerie, c'est regagner en autonomie pour l'entreprise. Ça, c'est un point qui est vraiment fondamental parce qu'on s'aperçoit que finalement, sur le poste client, il y a toujours des choses à faire. Il y a toujours un potentiel d'amélioration. Ça peut être des réductions de conditions de paiement. Bon, tout ça, ça se négocie, hein. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça demande quand même pas mal d'énergie, mais ça vaut vraiment le coup. Et on a beaucoup plus de facilité de réduire le poste client, je dirais, que de réduire les stocks. Alors, ça dépend des organisations, mais c'est un peu plus compliqué pour les stocks. Mais le poste client, il y a vraiment de la marge par moment d'amélioration. Donc,
Au niveau de la trésorerie, ça a pas mal d'incidences parce que vous pouvez avoir ce qu'on appelle, un phénomène d'accélérateur de possibilités de financement du côté du haut de bilan. C'est-à-dire, en fait, vous regagnez, en fait, en BFR, vous réduisez votre BFR, donc vous avez la capacité, finalement, ou vous améliorez votre capacité de financer des investissements pour des entreprises industrielles. C'était le cas chez SGD. Hein, SGD, il fallait financer des fours, tous les 4 ans, tous les 5 ans, c'était 30 millions à chaque fois. Donc, vous voyez, il y avait un service de trésorerie qui était assez étoffé par rapport à ça, qui cherchait des solutions. Donc, si vous avez un credit manager qui vous ramène, enfin, le credit manager en tant que tel, mais quelqu'un qui ramène du cash régulièrement, ce qu'on appelle le cash-in, ça va changer quand même beaucoup les choses et ça va permettre des négociations ou faciliter des renouvellements, ce qu'on appelle de CAPEX, d'investissement industriel, beaucoup plus facilement. Donc, c'est en fait à la fois c'est un pari après, c'est pas un pari, c'est un effet positif sur l'autonomie et pour ensuite, la pérennité de l'entreprise, pour qu'elle soit moins dépendante, si elle l'est, d'une source de financement. Donc, ça, généralement, le directeur financier le comprend très, très rapidement et vous donne les moyens pour le faire et c'est intéressant parce on a un peu plus de latitude ou d'envergure pour mener des projets, par rapport à ça. Alors après, bien évidemment, c'est des techniques de credit management qui sont développées à l'association en formation comme l'a dit Gérald. C'est, comment faire pour être payé plus rapidement. Donc en fait, c'est de l'organisation, c'est de la structuration, c'est d'abord de la base de données, hein. C'est d'avoir, Gérald l'a dit, est-ce qu'on facture au bon endroit? Est-ce que s'il y a un changement, on est au courant? Et cetera. C'est des choses assez concrètes, hein, mais, qui sont vraiment à la base de tout. Et après, vous avez des techniques qui vont de la négociation à des relances, automatiques, par email, bien sûr, ou des contacts, directs avec le client ou des commerciaux qui contactent le client. Donc vous avez une panoplie d'actions, qui est assez intéressante. Pour ça, bien évidemment, il faut des indicateurs. Donc les indicateurs, c'est la balance AG, c'est-à-dire qu'on dit AG, ça veut dire que c'est en retard de paiement et on va classifier par, échelle de retard de paiement, donc généralement à 30 à 60, 60, 90 et plus de 90 pour donner des priorités sur les urgences de recouvrement. Mais c'est pas, c'est quelque chose d'assez classique avec, les équipes commerciales où je leur expose la balance AG et on va commenter chaque retard. Qui fait quoi? Pourquoi? Est-ce que c'est normal? Pas normal? Qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est ça aussi le credit management, c'est d'aller tout le temps, sur ces actions-là, enfin de déclencher ces actions-là. Et pour ça, il faut des indicateurs qui soient clairs, il faut qu'un système, c'est pas forcément un ERP, hein, ça peut être fait, avec des systèmes, classiques, mais il faut qu'on soit au clair, il faut que les encaissements se fassent tous les jours, bien évidemment, il ne faut pas qu'il y ait de décalage, il faut qu'il y ait une fiabilité de l'information et après on peut faire pas mal de choses. Voilà. Et puis effectivement, c'est aussi, on marque savoir accompagner un client en difficulté. Pour illustrer, c'est qu'on est là, puisque vous avez compris qu'on n'a aucun intérêt à ce qu'un client parte en redressement ou en liquidation judiciaire, puisque très clairement, c'est une perte pour l'entreprise, pour la TPE, la PME. Donc, je vous donne un exemple. Moi, j'avais un dirigeant d'entreprise qui, lui, avait fait des travaux pour un hôpital et l'hôpital le payait à 120 ou 180 jours et ça le mettait en péril au niveau de sa trésorerie. Donc, c'était de lui trouver une solution avec une technique de dire, écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est j'essaye de récupérer l'argent à votre place pour éviter que ça vous mette en difficulté. Donc, il y a vraiment un accompagnement et c'est pas uniquement oui, le client, il est classé risqué ou pas risqué. C'est de dire, vous êtes monsieur le client, il y a une relation commerciale qui est derrière. Comment on peut faire pour trouver une solution ensemble? À la condition, bien évidemment, qu'on fasse appel qu'on ait en face de nous un client transparent et qui accepte la négociation. Oui, ça c'est un aspect qui est très intéressant dans notre profession, c'est qu'on est, là on devient conseil, hein, vraiment, auprès du client. C'est-à-dire qu'on on va bien évidemment évaluer, son degré de difficulté, mais nous notre intérêt c'est qu'effectivement il soit là demain, hein, pour continuer après, à développer du chiffre d'affaires. Donc pour ça, il peut y avoir une mauvaise passe, il peut y avoir un certain nombre de raisons. Donc il faut peut-être trouver un étalement de créances, il faut peut-être trouver une caution, il y a un certain nombre de choses. Mais c'est un accord qui généralement,
moi, à chaque fois, ça a été vraiment, le résultat était très positif parce que, vous êtes là, vous êtes avec lui, il y a un rapport de confiance qui s'instaure beaucoup plus fort et donc après, bah, souvent, il vous en est quand même assez redevable, hein, j'ai remarqué donc on continue des relations par rapport à ça. Les assureurs crédits aussi jouent le jeu. Moi, j'ai eu un cas d'une créance de 600 000 € il y a 3 ans où qui était, il fallait aller sur un étalement de 5 ans, pour avoir une chance de tout avoir. On a pu le faire, mais si j'avais pas eu l'accord de l'assurance crédit, j'aurais pas pu. Donc j'ai dialogué avec l'assurance crédit. Ils ont compris, je pense, les enjeux et ça s'est bien passé, ça s'est bien fini. Bon, peut-être des fois des cas où ça se finit mal, mais généralement, ça peut se finir bien. Alors, on parle de poste client, c'est le financement du poste client et financer sa croissance. Ce qu'on constate, moi, ce que je constate pour avoir rencontré beaucoup de dirigeantes et de dirigeants, c'est à un moment donné, on sent que, et notamment la forte croissance, c'est-à-dire que je fais une forte croissance de mon entreprise, mais si je ne la maîtrise pas et si je ne la finance pas, je vais beau avoir un superbe chiffre d'affaires et je risque de tomber alors que je suis en pleine activité. Et on voit bien que on a des gens qui sont dirigeants d'entreprise et qui ne sont pas à l'aise avec ces aspects-là. C'est qu'est-ce que je peux demander à mon partenaire bancaire pour, d'une part, développer, gérer mon développement, sécuriser ma trésorerie, puisque c'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire que, voilà, par exemple, je suis une PME, je travaille avec des gros donneurs d'ordre ou des collectivités locales ou autres. Je sais qu'en face de moi, j'ai un client solvable, mais je risque d'avoir des délais de paiement beaucoup plus longs. Donc, délais de paiement beaucoup plus longs qui vont bien évidemment affecter ma trésorerie, puisque moi, je serai obligé d'acheter mes matériaux, mon matériel, payer mes cotisations, mes salariés. Et il faut quand même que je puisse continuer. Donc, ce qui est important, c'est que là, le crédit manager ou la crédit manager, elle a son rôle, c'est aussi connaître tout ce qui est solution de financement externe. Quand on discute avec un dirigeant, parfois, il ne sait pas tout ce qui existe. On leur dit, est-ce que vous avez vu votre partenaire bancaire? Est-ce que vous avez mis en place une ligne de trésorerie ou d'avance de trésorerie, notamment d'ailleurs avec la BPI, pour pouvoir avoir une avance de trésorerie sur votre futur chantier ou affaire avec un client. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que le BFR, hein, bon, le besoin en fonds de roulement, la facturage. Je vais laisser Eric en parler parce que ça, c'est quelque chose qui, pendant très longtemps, a eu une mauvaise presse, la facturage. On disait attention, si un client fait appel à un facteur, il ne va pas bien. On voit bien que, et fort heureusement, comme je dirais, cet aspect-là a bien changé et que c'est aujourd'hui une solution qui pourrait sauver et qui peut sauver pas mal d'entreprises. Oui, complètement. C'est-à-dire que la facturage, c'est une solution qui est vraiment adaptée. Je ne suis pas là pour faire la publicité de la facturage, hein, soyons clairs. Hein, j'ai pas de convention par rapport à ça, mais je trouve en tant que, bon, je dirais spécialiste ou tout du moins connaisseur du credit management, la facturage, c'est une solution qui peut être très adaptée parce qu'elle est adossée au poste client. Donc ça, c'est vraiment bien, comme des financements, par exemple, sur gage sur les stocks, par exemple. Vous avez cette solution-là qui va se moduler, qui va s'ajuster, qui va s'adapter au poste client. Alors, la facturage, effectivement, il y a une dizaine, quinzaine d'années, quand même maintenant, c'était, effectivement un clignotant d'alerte pour dire si une entreprise a un affactureur, c'est elle a plus de solution en termes de financement et par dépit, elle a plus que celle-ci, donc on est dans l'antichambre, des difficultés, c'est-à-dire des procédures, collectives. C'était vrai. C'est plus du tout, le cas puisque les propriétaires de la créance, mais très généralement, vous avez 2 schémas, mais je vais pas faire un cours là-dessus. Mais très généralement, on est dans un mode confidentiel, c'est-à-dire que le client ne sait pas que, c'est l'affactureur qui est détenteur, de la créance et donc vous continuez, votre recouvrement et quand vous avez reçu le paiement vous remboursez en fait l'affactureur qui vous a financé préalablement le poste client. Donc c'est plutôt pas mal, donc ça demande un peu d'organisation, un peu d'information, de système d'information, mais on y arrive, hein. C'est modulable, donc comme je le disais
Et ce qui est intéressant dans la facturage, c'est qu'en fait, je dirais, les éléments de tarification, sans rentrer dans le détail, vont être fortement liés à votre compétence en credit management. Si l'entreprise a une équipe ou même des personnes, une personne qui fait un travail de qualité, eh ben, il y a toutes les chances qu'elles vont vous faire des financements plus importants de ce qu'elles auraient prévu et des tarifs plus intéressants de ce qui était prévu aussi. Donc, elles ont tout intérêt à, je dirais, à améliorer, à vous faire améliorer ou tout du moins s'appuyer sur l'efficacité de votre recouvrement. Tout à fait. Alors, Eric l'a dit en début de ce webinaire, c'est le Crédit Manager, c'est une fonction qui est au carrefour de pas mal de choses, d'enjeux commerciaux et financiers. Alors, on a coutume de dire dans le métier que le Crédit Manager, c'est le plus commercial des financiers et le plus financier des commerciaux. C'est-à-dire qu'on nous voit souvent comme étant l'homme de la finance, l'homme du contentieux, mais non, on est bien autre chose et ça nécessite de la polyvalence, puisqu'on est en relation avec tous les services de l'entreprise et qui vont donc de la prise de commande jusqu'au paiement intégral. Donc, bien évidemment, le but, c'est qu'on puisse tout de suite faire une tour de contrôle et de détecter dans le cycle qu'est-ce qui peut se passer. On a parlé de dématérialisation des factures et à un moment donné, j'ai eu le cas encore cette semaine, le client, c'est pas qu'il ne voulait pas nous payer, sauf que sur la notion de facturation, on ne lui mettait pas son bon de commande. Le client dit, moi, je suis paramétré, si je n'ai pas de bon de commande, la facture, elle n'existe pas. Et par voie de conséquence, je ne vous la paierai pas. Voilà. Donc, c'est de pouvoir en amont, et là, on est bien sur tous les services, c'est de dire, voilà, moi, je détecte ça, je détecte dès le départ pour éviter d'avoir un souci de paiement, parce qu'il n'y a pas pire qu'à un moment donné où lorsqu'on en arrive à un retard de plus de 30 jours en disant qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. On est aussi, et ça j'insiste là-dessus, un crédit manager, une crédit manager dans une entreprise, elle est là pour apporter son aide au développement. On est là pour aider le réseau commercial à développer son business tout en le sécurisant. Donc ça veut dire qu'on est au plus proche du contact des équipes commerciales, c'est-à-dire qu'on les forme et on les forme. Alors, on n'en fait pas, quand on dit les forme, on ne va pas faire des commerciaux, des financiers, ce n'est pas leur cœur de métier, mais c'est juste leur donner les techniques, c'est de faire des rendez-vous avec eux, avec les clients, pour démystifier la partie crédit client. Moi, quand je suis rentré dans ce métier, on m'a dit « Oh, surtout pas, ne viens pas voir le client parce que tu vas tout casser. » Je dis non, l'objectif, ce n'est pas de casser la relation commerciale, bien au contraire. Et d'ailleurs, le client, lorsque vous le rencontrez avec un commercial, il va vous donner des informations qu'il n'aurait pas données à son interlocuteur commercial, ce qui est normal. Et on va apporter tout notre support au service commercial. Donc, et je dis que là où c'est vraiment un métier très gratifiant, c'est quand les commerciaux, les services commerciaux, les services marketing ou autres viennent vous voir en disant bah, tiens, Gérald, qu'est-ce que tu penses de ce client-là? Je vais le rencontrer. Qu'est-ce que tu peux me donner comme information en amont? Voilà. Donc là, on a vraiment un rôle à jouer. Et alors moi, j'ai toujours pratiqué ce métier dans une vocation très commerciale et pas purement financière, puisque l'intérêt, c'est effectivement de pouvoir accompagner un client et de lui mettre du crédit et éviter de recouvrement. Et puis, un autre aspect, et c'est là que c'est toujours un difficile équilibre, Eric pourra en témoigner, c'est qu'on dépend d'une direction financière, donc c'est-à-dire qu'on doit être les garants de la solvabilité des clients et de la pérennité de l'entreprise, de ne pas faire prendre des risques inconsidérés. Et puis, tout en ne nuisant pas au chiffre d'affaires. Si vous voulez, donc on parle soit de rôle d'équilibriste ou souvent entre le marteau et l'enclume. On a la pression, parce que nos collègues commerciaux ont la pression du chiffre d'affaires et de la marge, la rentabilité, et puis nous, la pression je dirais du poste client, de la trésorerie, la solvabilité. Oui, c'est effectivement je dirais un quotidien qui est parfois qui est assez qui génère pas mal de stress parce que Oui. on est vraiment des fois dans un étau. Alors l'étau, on peut le dépasser, hein, il y a des façons de faire, hein, et notamment il y a une façon qui marche assez bien, enfin en tous les cas moi je peux en témoigner, c'est quand vous avez des enjeux qui sont assez forts en termes de
clients qui sont dits stratégiques, on va dire, hein, ou marchés stratégiques, vous convoquez ce qu'on appelle un comité de crédit où vous allez mettre autour de la table le directeur financier, le directeur commercial, voire le directeur général, le commercial, l'assistante commerciale, ADV, voilà. Et dire voilà, voilà les points positifs, voilà les points négatifs, voilà ce que j'en pense, etc. Et très généralement, on ressort avec un consensus par rapport à ça. Et la décision, elle est à tous les coups partagée. Ça ne veut pas dire que le credit manager va être suivi à 100% des cas, hein, mais ça veut dire que ça va dépassionner un petit peu les choses et on va arriver sur un consensus. Et ça, c'est super important. Et ça, on a une image de leadership, je dirais, dans ce domaine-là, qui, à mon sens, est intéressant et qui permet de faire avancer les choses. Oui, parce que le crédit interentreprise, ce n'est pas une science exacte. Et que bien évidemment, comme le dit Eric, c'est de se mettre tous autour d'une table et de ramener les informations terrain, les informations financières, et on prend une décision. Parce qu'on peut se tromper, mais il vaut mieux se tromper à plusieurs que tout seul. Voilà, donc, et c'est vrai qu'on n'est pas toujours suivi, mais après, moi, il ne faut pas en prendre ombrage d'ailleurs, hein, mais c'est de dire, voilà, tout est sur la table. Aujourd'hui, dans le métier que l'on fait, nous, aujourd'hui, on suit des clients qui financièrement ne présentent pas des très bons bilans. Mais pour autant, et c'est là qu'on va se démarquer d'un assureur crédit ou d'un banquier, parce qu'on ne va pas raisonner uniquement par ratio financier, on va raisonner sur un certain nombre de critères. C'est est-ce qu'on connaît le client, sa typologie de client, voilà, à qui il travaille, est-ce qu'il est respectueux de ses échéances de paiement, est-ce qu'il fait des litiges, voilà. Et tout ça va concourir, va donner un certain nombre d'éléments qui vont dire on va y aller ou pas y aller, ou on va y aller et on va prendre des garanties, parce que ça c'est aussi un élément qu'on n'a pas forcément évalué, mais lorsqu'on travaille en auto-assurance, on peut aussi exiger une garantie d'une entreprise, d'un client. Ça peut être une caution bancaire, ça peut être une caution personnelle, ça peut être un système de délégation de paiement, de clause de réserve de propriété. Et là, quand on parle de polyvalence, c'est sûr qu'un crédit manager, il doit avoir à la fois des compétences financières, évidemment, d'analyse financière, mais des compétences juridiques. Il doit avoir aussi, je dirais, des compétences de savoir-faire et de relationnel. C'est pas quelqu'un qui est dans sa tour d'ivoire. Il doit être capable de négocier, mais négocier bien en externe avec les clients, mais négocier aussi en interne avec son réseau commercial. Et donc, pour illustrer ça, ce webinaire pour l'historique fait suite à un module qui avait été fait sur la plateforme qu'on vous invite à aller voir, où finalement c'est fait de façon complètement originale entre un journaliste et un dirigeant d'entreprise, et avec la question de fond, c'est pourquoi je choisirais de recruter un crédit manager, en quoi ça me serait utile ou pas utile. Et parce que on s'aperçoit que c'est une fonction qui existe beaucoup dans les ETI, dans les grosses entreprises, pas suffisamment dans de la TPE ou de la PME, enfin tout dépend de la taille de la PME. On s'aperçoit aussi qu'il y a des gens, sans le savoir, ils font du crédit management. On parlait tout à l'heure de trésorier. Bien évidemment qu'un crédit manager peut avoir un périmètre d'action très large. Il peut à la fois être responsable de son crédit client, c'est-à-dire le crédit, l'analyse financière, le recouvrement, mais aussi la comptabilité client et aussi la trésorerie. Parce que sous le titre de crédit manager, il y a énormément de missions. Par exemple, je ne fais pas le même métier qu'Eric. Voilà, on a le même titre, mais on ne fait pas les mêmes métiers sous l'appellation crédit management. Oui, c'est clair que c'est un métier qui évolue aussi dans l'organisation de l'entreprise, avec des priorités qui peuvent être données un peu plus fortes sur du recouvrement ou de la prévention ou de la gestion de projets. Il est assez hétérogène, mais effectivement, c'est ce qui fait aussi son intérêt, c'est que vous avez une multitude de choses différentes que vous abordez et qui fait que, comme le dit souvent Gérald, le matin, ça peut être complètement différent de ce que vous auriez pensé la veille. Parce qu'il s'est passé quelque chose, il y a un impayé, et cetera, et cetera. Donc il doit réagir assez vite dans pas mal de situations, mais c'est ça aussi l'intérêt, c'est très vivant, c'est un métier qui est extrêmement vivant, et qui est vraiment intéressant, ça c'est incontestable. Et on voit bien quand on rencontre des entreprises et on leur dit mais
est-ce que vous connaissez votre client? Et la plupart du temps, ils ne connaissent même pas le client. Et on leur dit, mais vous ne le connaissez pas? Qu'est-ce que vous avez négocié comme délai de paiement? Donc, on voit bien qu'il y a un manque dans pas mal d'entreprises sur cette partie-là, sur la connaissance de son client et donc la gestion du post-client et toutes ces conséquences. Pour finir, donc, on est à votre disposition, hein, bien évidemment, on vous laissera nos coordonnées. Vous pouvez contacter la FDCC et avec la BPI, on a fait pas mal de modules liés au crédit management. Alors, on en a fait sur les délais de paiement, on en a fait sur comment recouvrer ses créances, alors à la fois à l'amiable et en judiciaire. Avec Eric, on a un webinaire sur la digitalisation. Ça faisait partie aussi des projets où on se met en mode projet avec un service informatique. C'est je dématérialise mes factures, c'est-à-dire que je ne fais plus de transmission papier dans l'objectif d'avoir fluidifier le cycle de paiement. Et puis, on a fait un module aussi sur ce qu'on appelle le risque client. Donc, on vous invite à aller sur le site de la BPI, quelque chose d'assez ludique. Et puis, bien évidemment, qu'on est là pour répondre à vos questions si dans la limite de nos connaissances. Ben, merci. Oui, alors il y a un aspect que je rajouterais par rapport à ça. Et ce qu'on fait, bien évidemment, on est à votre disposition, ça c'est clair. Il faut savoir que l'association, la FDCC, existe depuis plus de 50 ans. Donc c'est pas pour rien parce qu'en fait, on est 1000 membres. Donc moi, j'ai eu la chance d'être président pendant 6 ans de cette belle association. Donc on a à chaque fois, je dirais, des échanges qui nous permettent d'améliorer nos connaissances et de former des gens qui rentrent dans ce domaine et qui ont besoin d'avoir des repères. Donc on a des cycles de formation qui peuvent être en entreprise, qui peuvent être à distance, qui peuvent être aussi des formations certifiantes, hein. Donc on a un certain nombre de choses qui sont là. Et deuxièmement, bon, on est quand même assez attaché et ouvert aussi sur l'international. Enfin, moi, c'est ma vocation depuis un certain nombre d'années. Donc, on est prêt à développer des actions sur des pays proches et en plus francophones. Donc, sur toutes ces thématiques-là. Donc, voilà, on a aussi ce regard sur nos confrères, avec nos confrères européens au sein de la FECMA, comme l'a dit Kamel. Voilà. Merci beaucoup Gérald et Eric pour cette brillante intervention avec celle de Amine. Amine, tu peux actionner ta caméra? C'est Amine? Amine? Vous me voyez? C'est bon? Non, on ne te voit pas, mais on t'entend. Ah, pourtant, je me vois à l'écran, c'est bizarre. Ah, peut-être qu'il faut enlever. Je ne sais pas. C'est bon. Ben, merci pour vos interventions. On va passer à des échanges. Amine, il y a trois données. Toi qui connais ces sujets en tant qu'expert, est-ce que la place Maroc paye mieux depuis quelques années? On parle de ces sujets de délai de paiement. C'est un sujet qui a été pris à bras-le-corps, même à très haut niveau au niveau de l'État, au niveau du Conseil de ministres, pour que les entreprises publiques donnent l'exemple sur ces paiements, Et puis, il y a ce sujet tu l'as dit tout à l'heure, sur les crédits interentreprises au Maroc, c'est abyssal, tout simplement, c'est 400 milliards et quelques, tu confirmeras le chiffre. Et dans ce chiffre-là, tu donneras le détail, mais il faut quand même parler aussi du fait que c'est les grosses corporates aussi qui sont les donneurs d'ordre, qui ont peut-être les flux les plus élevés ou les encours les plus élevés. Est-ce que tu penses que tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, les choses vont s'améliorer, d'autant plus qu'on parle de souveraineté, mais souveraineté, c'est aussi ce qu'on vient de dire. Il faut de la trésorerie, le nerf de la guerre, c'est de la trésorerie. Moi, je me souviens, il y avait des entreprises qui venaient, qui étaient très, très mal, et parfois, elles occultaient même de parler des taux, des conditions, tout ça. Ce qui les intéressait, c'est le cash, pour pouvoir un petit peu survivre et travailler. Je t'assure que même ces conditions, tout ça, passaient parfois en deuxième rang. Et troisième chose, il y a lors de nos échanges, je sais qu'il y a un projet de loi et tout ça. Est-ce que tu penses qu'il faut plus de lois, plus de contrôle, plus de volontarisme, un équilibre entre les deux
pour que les choses s'améliorent? Parce qu'à un moment, on parle de chaîne de valeur au niveau Maroc, sectoriel, de sourcing, de banque de projets, de nouveaux modèles de développement, tout simplement chez nous, qui est un projet structurant dans les années à venir et dans lequel les entreprises ont une grande responsabilité. Est-ce que ce sont des choses qui vont changer? Est-ce que tu penses que le mindset des entreprises, finalement, avec cette fonction achat, on l'a dit avec Eric et Gérald lors des échanges, il y a les achats aussi, il ne faut pas l'occulter. Dans une entreprise, tu as des finances, mais tu as aussi les achats qui ont un rôle important et parfois, quand ils ne s'entendent pas, tu as des difficultés des CAPEX, tu as des choses. Si Amine, la parole est à toi et je passerai à Gérald et Eric. Écoute, beaucoup de questions intéressantes. Alors, si j'oublie de répondre à une question, tu me le rappelleras. Disons que, effectivement, quand on dresse le panorama, j'en ai parlé tout à l'heure, d'un point de vue macro, la situation, elle n'est pas bonne, elle se détériore d'année en année. C'est-à-dire que 2020, on a vu qu'effectivement, les délais de paiement ont été multipliés par 2, notamment pour les TPE. Donc, effectivement, c'est une situation qui n'est pas bonne du tout, c'est-à-dire que j'ai parlé de 280 jours. Le crédit interentreprise, c'est effectivement un peu moins de 400 milliards, c'était 380 exactement en 2020, ce qui représente plus ou moins un tiers de notre PIB. Donc, un gros montant. Et ce qu'il faut retenir de ce crédit interentreprise, effectivement, j'ai parlé des victimes, des principales victimes, entre guillemets, qui sont les TPE, mais les catégories qui sont à l'origine de ce crédit interentreprise, c'est majoritairement, quand je dis majoritairement, c'est 80% de ce crédit interentreprise qui sont concentrés entre les mains des grandes entreprises et des PME et des ETI. Donc, s'il y a des actions à mener aujourd'hui, évidemment, c'est une action qui doit être menée auprès des PME, des ETI, des GE, pour qu'effectivement, elles payent mieux. Et effectivement, c'est accompagner ces TPE qui aujourd'hui souffrent le plus de cette question des délais de paiement. Voilà, ça c'est pour le cadre général. Alors pourquoi c'est extrêmement important pour notre économie, pour notre écosystème d'entreprise? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on l'a vu d'année en année, la question des délais de paiement se pose tout le temps. Et une entreprise, elle ne peut pas, si on se focalise toujours sur cette question des délais de paiement, on ne va pas se focaliser sur les autres questions essentielles. Une entreprise, elle n'a pas simplement cette question de récupérer du cash. Elle doit grossir, elle doit investir, elle doit embaucher. Mais si déjà elle ne récupère pas l'argent ou si elle récupère de plus en plus tardivement, elle passe toutes ses ressources, toutes ses forces vives sont concentrées sur le fait de récupérer de l'argent. Donc forcément, quand on passe son temps à récupérer de l'argent, on pense moins à vendre, on pense moins à investir, on pense moins à embaucher. Et c'est ça aujourd'hui, je dirais, la vraie problématique de notre entreprise. C'est que le BFR, la question de la gestion du BFR est devenue tellement prééminente, tellement forte, qu'on ne pense pas à autre chose. Ensuite, concernant la question de la loi, est-ce qu'il faut plus de lois? Non, je ne pense pas qu'il faille plus de lois. On a déjà eu 3 lois sur les délais de paiement en 2011, 2016. 2022, on a un autre projet de loi qui est en cours d'adoption, qui devrait être adopté prochainement. Donc la question de la loi, elle est déjà omniprésente. La question, c'est comment est-ce qu'on applique la loi? C'est ça la vraie question. En 2011 et 2016, les différentes moutures de la loi sur les délais de paiement n'avaient jamais été appliquées. Les pénalités de retard, en gros, on demandait à un client, en mettant en relation directement un client et un fournisseur, et puis si jamais le client ne payait pas, on demandait au fournisseur d'appliquer des pénalités de retard, ce qui n'a jamais été fait, puisqu'il y a quand même une relation commerciale, il y a un rapport de force qui est important, et donc ces différentes lois n'ont jamais été appliquées. Le nouveau projet de loi qui prévoit l'intervention de l'État à travers la DGI a un peu plus de sens, parce que là, effectivement, on dit, maintenant, c'est plus le client et le fournisseur qui se mettent d'accord sur les pénalités, sur les amendes, c'est l'État, c'est la DGI qui dit maintenant, il va falloir faire des déclarations chaque année et si vous ne payez pas bien, vous allez payer des amendes. Et donc, on change déjà de philosophie et ça a déjà plus de sens de mettre l'État comme tierce partie entre le client et le fournisseur. Voilà, je pense, je ne sais pas s'il y a une question que j'ai dû laisser. Sur les corporates, pour qu'elle donne l'exemple, parce qu'aujourd'hui, à travers tout ce que nous avons vu, il y a ces chaînes de valeur, il y a ces écosystèmes fournisseurs. On a vu ça depuis quelques années. Aujourd'hui, c'est vrai, même au Maroc, moi je l'ai vécu à Tijeri,
où des donneurs d'ordre, des grosses corporates ont commencé à venir parler sur ces sujets de leurs écosystèmes fournisseurs, parce que tu as un écosystème qui est hétérogène, qui est hybride, ce que tu veux. Il y a pas que il y a aussi de la TPE, de la PME chez eux et tout ça. Et est-ce que, moi je pense qu'il y a quand même un déclic, il faut qu'il y ait quelque chose pour que ces donneurs d'ordre payent aussi dans les délais. Il y a aussi des choses qui peuvent se mettre pour que franchement on libère un petit peu de l'énergie. Parce qu'on ne peut pas, parce que ça, c'est une des entreprises qui l'avait dit. Quand on parle de la préférence nationale, quand on dit qu'on doit saucissonner les marchés pour que les entreprises marocaines puissent y accéder, tu ne peux pas demander, Amine, à une entreprise, je ne sais pas si tu partages, de présenter des normes, des qualités, que le produit soit vraiment conforme et tout ça. Et à la fin, cette entreprise n'est pas payée dans le délai. Les promoteurs, ils vont aller chercher le facteur, chercher des crédits de soudure chez les banques et tout ça. Et donc, finalement, dégradation de la valeur. Finalement, c'est quelque chose, c'est une boucle qui n'est pas achevée. Je ne sais pas ce que tu en penses. C'est de très bonnes remarques. Je dirais que c'est deux choses qui sont un peu différentes. On nous dit, excuse-moi de t'interrompre, on nous dit, Mohamed Tougui nous dit, pour une PME dans le secteur BTP, il y a des délais de PME qui vont jusqu'à 150 jours. Ça ne te choque pas? C'est des choses qui… Non, ça ne me choque pas. Non. Le BTP est un secteur qui souffre, les entreprises du BTP souffrent énormément. Ça, c'est archi connu, effectivement. Et malheureusement, c'est une réalité. Maintenant, la question que tu poses, pour moi, il y a deux choses différentes. D'un côté, il y a la question des écosystèmes clients-fournisseurs. Effectivement, il y a de gros donneurs d'ordre aujourd'hui. Ça, c'est une très bonne chose. Effectivement, il faut donner l'exemple. Et effectivement, ces gros donneurs d'ordre sont là et ils structurent leur marché, ils accompagnent leurs fournisseurs. Alors évidemment, toutes les entreprises ne vont pas travailler avec l'OCP, mais c'est déjà un bon exemple qui est donné par un gros donneur d'ordre. Donc là, j'ai cité l'exemple de l'OCP. Effectivement, c'est très bien. Mais bon, toutes les entreprises ne travaillent pas avec ces grands donneurs d'ordre. Et donc, il faut effectivement une sorte de moralisation une moralisation des états d'esprit de nos chefs d'entreprise de manière générale. On ne peut pas continuer avec des délais de paiement de 200, 300, 400 jours. Ça n'a pas de sens. Quand on sait que la loi parle de 90 jours et le futur projet de loi 120 jours, ça veut dire qu'on est sur des retards de paiement de 80 jours, 100 jours. On marche sur la tête, on ne peut rien faire avec des retards de paiement d'un tel ordre. Donc déjà, effectivement, c'est une question d'applicabilité. Alors, moralisation, effectivement, des mindsets de nos chefs d'entreprise, effectivement, c'est effectivement une nécessité de payer en temps et en heure. Après, la question des marchés publics, le paiement sur les marchés publics, c'est autre chose. Parce que, alors déjà, il y a l'accès aux marchés publics, notamment pour les TPME. On parle aujourd'hui pour les TPE, les associations, les PME, c'est quasiment 30% en théorie. Dans la réalité, on sait que c'est beaucoup plus compliqué. Après, la question du paiement, bon, je dirais que les délais de paiement public sont plus avancés que le privé, c'est-à-dire que l'État essaie de montrer l'exemple ces dernières années. Alors, après, on peut contester les chiffres, mais aujourd'hui, quand les chiffres sont publiés par rapport au délai de paiement public, on parle de 40 jours en moyenne. Alors après, certains vont nous dire, et ils auront certainement raison, que ce n'est pas exactement 40 jours parce que effectivement le paiement intervient à un instant T, alors qu'il y a une partie non visible qui n'est pas prise en compte dans le calcul des délais de paiement public. Ok, ça on peut en discuter, mais globalement, l'État montre l'exemple, le bon exemple en matière de délai de paiement. Bon, on peut faire mieux, c'est clair qu'on doit faire mieux. Mais le vrai problème aujourd'hui, il se trouve dans la relation privée-privée. C'est ça aujourd'hui la véritable problématique. Merci Amine, je reviendrai auprès de toi juste après pour une conclusion, après intervention de Gérald et Eric. Pour Gérald et Eric, la chose qui se pose, on avait dit sur les achats, ça veut dire qu'un credit manager, il négocie avec qui finalement chez le client? Est-ce que avec les achats, avec les finances? Et puis une deuxième question, est-ce que quand on parle de stratégie commerciale qui dépend des flux, qui dépend de la remontée, des impayés, de l'historique, des montants et tout ça, est-ce que la politique, une fois quand elle est faite au niveau d'une entreprise, est-ce qu'elle est alignée? Ça veut dire que tout le monde y adhère.
Ça, c'est important. Et puis, le rôle du commercial, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, avec ces CRM, avec l'approche valeur globale dans une entreprise, on voit de plus en plus le rôle d'évoluer aux commerciaux qui ne font pas que du commercial, mais ils font aussi de la veille, de la qualité. Tiens, on parlait aussi de la concentration, du risque aussi qui peut exister dans des portefeuilles, quand on a dit que la règle de 20-80, hein, vous avez 1 ou 2 clients qui font et font les flux, les activités ou le chiffre d'affaires. Donc, d'où la nécessité de faire de la conquête et de diluer un petit peu le risque, vous en parlerez. Puis surtout aussi la crédibilité que vous qui voyez ces entreprises, quand une entreprise ne va pas bien, c'est elle qui va aller souvent chez la banque, chez le facteur, chez le leaser, c'est elle qu'on va voir le plus, si vous êtes d'accord. Et donc, même quand elle va présenter, Gérald le disait tout à l'heure, Eric, pardon, le disait tout à l'heure, sur le haut de bilan, le financement, même un problème de crédibilité. Quand vous présenterez un plan d'investissement, un plan d'affaires, un business model, business case, peut-être que même la banque n'y croira pas parce que se dit finalement la remontée des flux physiques n'y est pas déjà. Alors, par quel miracle elle va venir? Voilà. Merci. La parole est à vous, Gérald et Eric. Oui, c'est beaucoup de questions là aussi très intéressantes. Moi, je vais prendre la première. Et après, je pense que Gérald va pouvoir rebondir sur les autres et on va se les passer. Sur les achats, c'est un aspect effectivement, alors je ne dirais pas qu'il est nouveau, mais qui est assez méconnu, qui peut être effectivement être dans les attributions du credit manager. Je m'explique, c'est-à-dire qu'en fait, notamment dans le domaine industriel, vous avez des fournisseurs qui sont des fournisseurs stratégiques, qui sont des fournisseurs clés, c'est-à-dire en clair, par exemple, je reprends l'exemple de SGD, il y a un fournisseur, je crois qu'il est en Inde, de pierres réfractaires, je crois qu'il y en a 2 dans le monde ou un truc comme ça. Donc, si jamais il n'est plus là dans 6 mois, vous n'êtes pas très très bien pour construire des fours. Donc tout ça, c'est déjà de la stratégie, c'est de la sécurisation au niveau en amont. Et pour ça, le credit manager va faire une évaluation financière de ses fournisseurs et va aider un peu les acheteurs, dire attention, là, celui-là, il va être fragile, donc ça vaut peut-être pas la peine de développer un partenariat moyen terme avec ce client-là. En milieu industriel, ça peut être déterminant. Ça, moi, je l'ai vu, ça peut être vraiment déterminant. Ouais. Vous pouvez avoir des ruptures. Alors en plus, avec ce qui se passe actuellement sur la désorganisation totale des supply chains liées au transport international, liées aux semi-conducteurs, liées à la rareté d'un certain nombre de matières premières pour fabriquer. Voilà. Donc ça, c'est aussi un élément du credit manager, c'est-à-dire qu'en fait, il va arriver comme support vers les équipes achats et non plus sur les équipes clients. Donc voilà. Donc en fait, il est à la disposition de l'entreprise quelque part pour résoudre des problèmes ou tout du moins apporter un éclairage qui va permettre à l'acheteur, et moi je l'ai vraiment vécu de façon très très positive, notamment chez SGD, hein. On avait une équipe achat qui était quand même d'une dizaine de personnes et moi je faisais des évaluations très régulières, des discussions avec les acheteurs. Donc voilà sur ce premier point et après je laisse Gérald peut-être sur le deuxième. Ouais. Votre deuxième question, c'était savoir si tout le monde s'alignait sur la stratégie qui avait été. La stratégie, parce que sur la stratégie, on le disait lors des échanges avant, il y a des fois dans des secteurs où vous avez une entreprise qui est nouvelle ou qui intègre une nouvelle niche industrielle. Pour casser les prix, bon, elle casse aussi les conditions et tout ça. Les entreprises peut-être ne suivent pas dans un premier temps, mais compte tenu de la réalité économique du pays, du secteur et de ses activités, il est obligé aussi peut-être de suivre, de lâcher du lest. Est-ce que ce sont des choses aussi que vous voyez? Oui, alors moi, pour avoir travaillé pendant près de 15 ans dans le BTP, ça je l'ai vu. Je l'ai vu sur des clients qui répondaient à des appels d'offres. À un moment donné, ils étaient 5 à répondre et puis 5 ans après, ils étaient 20. Et dans les 20 à répondre, il y en avait une dizaine qui étaient des moins 10 ans. Donc très clairement, si on analyse le prix des matériaux, il était à peu près le même pour tout le monde. Donc ils jouaient sur le prix de la main-d'œuvre avec des scénarios catastrophes, à savoir que effectivement le donneur d'ordre avait pris l'entreprise la moins disante et puis se retrouver avec des malfaçons, des litiges, des chantiers non finis et ainsi de suite. Et pour avoir discuté avec pas mal d'entreprises, en disant à un moment donné, ils disaient mais je ne lutte plus, je ne veux plus lutter puisque on a vu arriver sur ce marché-là, en tous les cas, un certain nombre de choses,
je prends l'exemple des plaquistes, hein, des plaques de plâtre et autres, ou des gens qui n'ont pas forcément, il n'y a pas de notion ou en tout cas de prérequis de qualification certaine. Eh bien, beaucoup de gens se sont inscrits comme étant tel ou tel corps de métier. Et on voit bien que là, et c'est là c'est là que le crédit manager est important, parce que bien évidemment, un commercial, lui, il va dire, attends, il a pris, je sais pas, 50% du marché, donc il est impératif que je sois son fournisseur. Donc, et là, c'est de faire comprendre que oui, il a de l'activité, oui, il est en plein boom, mais qu'aujourd'hui, il a souvent c'est une création d'entreprise, il a un capital social qui est très très faible, il n'a pas de, comment je dirais, de bilan, de prévisionnel. Je vous donne un exemple concret. J'avais un client, il a commencé avec 800 000 euros de chiffre d'affaires. 3 ans après, il est passé à 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est clair. Aucun accompagnement bancaire parce qu'il ne l'a pas voulu, donc il a tout autofinancé. Eh bien, il est arrivé à un moment donné qu'il est tombé sur un donneur d'ordre qui l'a payé avec du retard, et c'est ce que j'appelle le grain de sable, et il est tombé en pleine activité. Il est tombé en sauvegarde judiciaire. Alors, c'est pas qu'il avait un problème d'activité, hein, mais un problème de financement à court terme, parce qu'à un moment donné, la banque a coupé les crédits. Voilà. Et que si on avait écouté le réseau commercial, ce client-là, à la limite, aurait dû se substituer à tous les autres clients qu'on suivait depuis des années. Voilà. Et Gérald, Oui. en continuité à ce que tu dis, l'anticipation, le travail avec le client, et puis le fait d'être chez lui de temps en temps, même quand il est dans la difficulté, c'est trouver des solutions et tout ça, parce qu'on est quand même dans des relations, on l'espère, les plus durables possibles. Une relation partenariale. Oui, mais voilà, mais ça c'est important. Quand vous allez rencontrer un client et que vous expliquez pourquoi vous êtes là, de façon très transparente, à moins de tomber sur quelqu'un de très irréductible, il va comprendre, parce que lui-même, il est confronté à la même chose. Nous, on lui dit, écoutez, nous, on est une entreprise, on est là comme pour vous, faire du chiffre, de la marge, et ainsi de suite. Après, ce qui est très intéressant, lorsque vous faites un rendez-vous avec un collègue commercial, moi, c'est ce que je fais, c'est à la fin de l'entretien, lorsqu'on sort, je lui dis, qu'est-ce que tu en as pensé de toi? Je veux avoir son ressenti à lui. C'est clair. Moi, je vais intervenir après, parce que moi, je veux avoir ma vision, mais lui, sa vision. Et quand un commercial commence à vous dire, je le sens pas plus que ça, parce que je vois bien que les chantiers sont pas forcément bien gérés, il est pas organisé dans ses achats, il sait pas faire, il sait pas chiffrer un chantier, voilà, tout ça sont des éléments, des signes, voilà. Et je suis d'accord avec vous, mais et d'expliquer aux clients, on est là aussi pour l'accompagner, mais qu'on n'est pas là non plus pour je dirais pour l'accompagner tout le temps. Voilà, je dis toujours, on parle, et je laisserai après Eric rebondir, on parlait de portefeuille client. Moi, je dis toujours qu'il vaut mieux avoir 10 clients à 10 000 euros qu'un client à 100 000 euros. Alors, c'est facile à dire dans un bureau, il n'y a qu'à Faucon, c'est le portefeuille client. Moi, dans l'ancien réseau où j'étais, on avait une agence, il y avait un top 5 de clients. Les 5 plus gros clients représentaient 80% du chiffre d'affaires. Lorsque le client numéro 1 est tombé, on a fermé l'agence 6 mois après. La notion de dépendance et de faire comprendre à un réseau la dépendance économique, tout comme un aspect auquel on fait très très attention, moi, c'est quand un client me dit je travaille à 80% pour un autre client. Ça veut dire, Gérald, ça veut dire que l'entreprise, quelle que soit sa taille, doit être toujours avec une dynamique de conquête. Il faut une dynamique, il faut mixer son portefeuille client. Alors, c'est facile, comme ça, sur le papier, mais je veux dire, la notion de dépendance économique, je vous redonne un exemple très concret. Un client qui, à un moment donné, faisait 70% de collectivités locales. Il travaille pour des HLM. À un moment donné, son expert comptable et son comptable lui a tiré la sonnette d'alarme. Il lui a dit, si vous continuez comme ça, certes, vous faites du chiffre, mais vous n'avez pas de marge. Et donc, essayez de recentrer, ou en tout cas de rediversifier votre clientèle, de reprendre plutôt du particulier, de l'entreprise générale de bâtiment et ainsi de suite. Voilà. Merci pour vos interventions. Alors, je laisse Eric sur l'autre partie de Eric, pour reprendre. Oui, alors, moi, je vais juste compléter sur le portefeuille, parce que alors là, c'est encore autre chose, c'est très intéressant. Donc là, on est à la frontière avec le contrôle de gestion. On travaille, je dirais, d'une façon très proche. Pourquoi? Parce que, comme ça a été dit, il y a la répartition, il y a la concentration, mais il y a aussi le taux de rentabilité du client.
est-ce que ça vaut le coup de maintenir un client qui fait 80% de chiffre d'affaires, mais qui fait que 5% de marge, et qui peut être risqué? Donc, vous voyez un peu le genre de questions qui peut se poser par rapport à ça. Et là-dessus, vous pouvez rajouter le scoring qui a été fait par le credit manager sur la clientèle. Et donc là, vous pouvez très bien arriver en comité, alors je ne sais pas si c'est crédit, mais comité avec directeur commercial, contrôleur de gestion, credit manager, en disant, ben voilà les risques, voilà notre truc, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qu'on fait? Donc je trouve ça intéressant. Voilà. Parce que comme tu dis, Eric, Est-ce que vous me permettez pardon, vas-y, de vas-y. rebondir sur ce qui a été dit? Je voudrais rebondir sur ce qui a été dit parce que c'est vraiment Vas-y, très Amine. intéressant. Vas-y. Le côté justement diversification du portefeuille client et du chiffre d'affaires, effectivement. Alors, le problème qu'on a, c'est qu'effectivement, d'un côté, si on est à 80% avec un seul client et que ce client tombe en faillite, effectivement, risque nous-mêmes d'être entraînés dans la chute. Ça, c'est un fait. Mais le problème qu'on a, nous, et je pense qu'il existe beaucoup moins en France, et c'est toujours lié à cette question des délais de paiement et des retards de paiement, c'est que si on, par exemple, je pense que c'est Gérald qui disait, je préfère avoir… Amine, on t'a perdu. Si on a 10 clients qui font 10 000 euros, on multiplie par 10 les problématiques de délai de paiement. C'est-à-dire que je vais moi me concentrer 10 fois sur 10 clients différents pour récupérer finalement des petits montants. Et donc, on a cette problématique-là, c'est que oui, effectivement, il faut diversifier son portefeuille client. Dans l'absolu, c'est vrai que c'est une nécessité. Effectivement, et c'est là que se rejoint la question du pilotage du poste client, en tout cas de la stratégie, c'est que oui, si on a 10 clients, mais que ces 10 clients, ils me payent à 200 jours, je multiplie par 10 ce risque d'être mal payé, d'avoir des impayés, etc. Et donc, pour moi, ça n'est pas nécessairement mieux. D'où l'importance en amont, effectivement, d'avoir une vraie sélection des futurs partenaires, parce qu'effectivement, oui, il faut diversifier, mais pas à n'importe quelle condition. Mais Amine, dans ce que tu dis exactement, je partage complètement. Au-delà de risque contrepartie, même dans le forecast, quand tu fais ton budget, le budget de ton portefeuille, il va être plus dynamique et puis il va te montrer une résilience. Et puis, ça veut dire que les process fonctionnent. Si tu as 10 opérations, ce n'est pas une seule opération. Et puis après, tu peux vraiment faire une pondération de ton budget aisément sur tout le secteur. Parce que ce qui s'est passé, et ça c'est une chose, je ne sais pas si vous partagez, c'est que quand les activités marchaient bien, et quand on avait des évolutions à 2 chiffres, le portefeuille, les gens, passez-moi l'expression, s'en foutaient. Ils disaient, on avait des chiffres, les gens présentaient dans les boards et tout ça. Mais quand il y a eu un retournement il y a de ça une dizaine d'années, où on a une évolution entre 4 et 5%, mais alors de façon possible, on commence à faire très attention. Et on voit, comme ce que disait Eric, je partage complètement, un client qui est censé être le plus grand n'est pas forcément le meilleur en termes de valeur ramenée à l'entreprise. Et ça, quand on le nomme par rapport au coût, au PNL, mais alors vraiment netté, tout ça, on peut avoir des surprises. Je suis tout à fait d'accord. Oui. On peut même avoir des rentabilités, des marges négatives. Hein. Exactement. Parce que quand vous ramenez sur les bonifications de fin d'année, un certain nombre de remises commerciales et autres, font quand le contrôle de gestion vous sort le tableau, vous avez des sacrées surprises. Eh bien, merci. Un mot pour conclure. On commence par Gérald, puis Eric, et puis Amine, et puis on conclut la séance. Gérald, la parole est à toi. Ah, merci. Ravi d'avoir pu participer à ce webinaire pour le Maroc, en espérant avoir suscité l'intérêt et les questions. Et je le redis, on vous laissera nos coordonnées, adresse mail et autres. Et donc, puis merci pour ces échanges. Voilà, donc et effectivement, le cœur du sujet, ça étant le délai de paiement, et je finirai sur le délai de paiement plus la crise énergétique. Vous voyez, là, on a un client, il va être obligé de fermer pendant 6 semaines, puisque sa facture d'électricité a été multipliée par 7. Donc, voilà. Donc, c'est ça aussi un autre enjeu, un autre défi qui nous attend en termes de gestion du risque. Merci. Bien sûr, merci beaucoup. Eric? Oui, alors moi c'est pareil, hein, je suis très content de participer à ce type de manifestation, parce que notre métier, vous l'avez bien compris, on l'aime beaucoup. Il y a des moments difficiles, comme toujours, comme d'autres métiers, mais il est quand même très intéressant. Donc on est là
vous apporter des éclairages peut-être plus spécialisés par rapport à vos questions. Et c'est pas, je veux dire, les problèmes de délai de paiement, c'est pas une fatalité. Je crois que c'était bien dit par Amine, c'est peut-être en amont qu'il faut travailler les choses. Aussi, il y a l'écosystème, il y a plein de choses par rapport à ça. On a eu la chance en France d'avoir cette loi qui s'appelle la loi LME, qui nous a permis, en fait, instaurée par Christine Lagarde, qui a permis de rééquilibrer, je dirais, un rapport très défavorable aux petites entreprises. Donc, il n'y a pas de facilité. Bon, au Maroc, je ne connais pas spécialement pour pouvoir en parler, mais en tous les cas, comme dit Gérald, c'est aussi les hommes qui font avancer les choses. Donc, c'est une question de volonté dans l'entreprise. Voilà. Merci beaucoup. Amine? Oui, moi aussi, je voulais conclure effectivement déjà en remerciant les deux experts, Eric et Gérald, vraiment très intéressant sur le métier de Credit Manager. J'ai aussi appris beaucoup de choses sur leur métier et sur voilà, le côté concret de leur métier. Et puis, j'ai aussi compris la complémentarité qu'il existe entre nos deux métiers, le métier de data provider et celui de Credit Manager. Et je vois parfaitement dans leur présentation qu'effectivement, la data est un élément clé dans le métier de Credit Manager pour prendre la meilleure décision. C'est indissociable, c'est indissociable. Je vous remercie, Amine, Eric et Gérald, d'avoir pris de votre temps et partagé avec nous vos expertises sur un sujet ô combien important et intéressant, notamment pour nos TPME ici au Maroc et en Afrique et un peu partout. J'espère que l'assistance y a pris du plaisir sur un sujet qui l'a intéressé. Et nous vous donnons un rendez-vous pour un prochain webinaire durant le début du mois d'octobre. Merci infiniment et bonne continuation à vous tous. Merci infiniment. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir Amine, au revoir Eric, au revoir Gérard, et au revoir Ange. Merci, au revoir. Salut.